11 aujourd'hui ce soir, mais sachez qu'une réunion va être organisée par la métropole au printemps, c'est-à-dire dans quelques semaines, pour restituer la concertation et engager un dialogue direct, séquence par séquence, quartier par quartier. Donc sachez que dans un premier temps, vous avez manifesté votre désaccord. Maintenant, il faut passer à une phase plus constructive, naturellement, et donc ça sera tout l'objet de ce travail qui va commencer au printemps pour que vous fassiez valoir quels sont vos souhaits, vos préoccupations concernant la circulation des vélos à travers votre quartier. Alors, il y a un deuxième sujet qui a bien agité la chronique et les habitants de Saint-Augustin, c'est l'aménagement de la place Saint-Augustin. Là aussi, vous avez été très, très nombreux à vous manifester, j'ai envie de dire un peu dans le même état d'esprit que celui que j'évoquais à propos du rêve 11, c'est-à-dire à manifester le fait que vous n'étiez pas d'accord avec le projet tel qu'il a été présenté. Alors là, je vais être très précis pour vous dire que nous avons fait le choix, mais vous le savez déjà, je pense, de reprendre à zéro le projet de réaménagement de la place Saint-Augustin, et de relancer ce qu'on appelle un cycle de rencontres avec vous pour le redessiner ensemble. Ceux qui connaissent le mieux la place sont ceux qui la vivent au quotidien, et donc nous, on a aussi à vous écouter. On n'est pas là pour imposer un projet. En plus, un projet qui n'est pas discuté en amont, c'est un projet qui ne marche pas. Donc, il faut que vous nous fassiez part de façon très constructive quels sont vos souhaits pour voir redessiner cette place de Saint-Augustin que certaines et certains d'entre vous, je le sais, connaissent depuis très longtemps et ont envie de l'avoir modernisée. Enfin, on ne va pas laisser cette place Saint-Augustin dans cet état. Elle a été conçue il y a des années. Je pense qu'on sera tous d'accord sur un point de départ. Il faut ensemble la redessiner pour faire une place Saint-Augustin plus conforme à l'évolution du quartier et à l'évolution de l'urbanisme en général. Et je tiens à vous dire qu'à ce stade, qu'il n'y ait pas de... voilà, ce soir, on ne va pas en parler, enfin, si vous voulez en parler, c'est bien, mais sachez que, comme je l'ai dit, il y aura un dialogue direct, hein, ce que j'appelais un cycle de rencontres, mais sachez qu'à ce stade, tout est possible. Ou garder la place telle qu'elle est, enfin, le projet, pardon, garder le projet tel qu'elle est, mais je cru comprendre que ça n'allait pas être le cas, l'amender, possible, certains disent, mais il y avait des choses bien dans le projet, ça on peut garder, ça on n'en met pas, ou sinon mettre le projet à la poubelle en disant, mais non, nous ne voulons pas partir de ce projet, nous voulons redessiner un nouveau projet. Ça sera tout le cadre de ces cycles de rencontres. Il y aura des échanges approfondis qui vont être menés dans un cadre structuré avec les responsables associatifs, dont certains, je tiens à le dire, m'ont déjà envoyé des suggestions. J'ai reçu, je crois que c'est ce week-end, un courrier émanant de l'association Habiter Saint-Augustin. Donc naturellement, de telles contributions vont faire qu'enrichir notre réflexion pour redessiner avec vous le projet de place Saint-Augustin. Mais on consultera aussi ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les parents, voilà, tous ceux qui sont intéressés, voire passionnés par le devenir de la place Saint-Augustin. Donc, soyez tout à fait rassurés. Quand je dis ça, je m'engage. Vous pouvez me dire, écoutez, monsieur le maire, vous nous aviez dit que le premier projet, on allait le reprendre à zéro, mais je le maintiens, et je le dis de façon très officielle, il va être repris à zéro et retravaillé avec vous. Ensuite, le troisième sujet que je vais aborder, mais je vais l'aborder très rapidement, parce que je n'ai pas encore présenté, enfin, signaler que Mathieu Azoir, qui est notre adjoint délégué au sport, était également ce soir avec nous. Je vais en dire des mots complémentaires, ça vous concerne beaucoup, je pense. C'est la modernisation et la végétalisation du stade Lescure. Dès lundi prochain, c'est le 17 février, des travaux vont démarrer sur l'espace sportif de plein air du parc Lescure, avec des travaux qui sont censés durer toute l'année 2025. Alors, ces travaux, vous en serez les bénéficiaires, parce que je pense que là aussi c'est une amélioration, qu'on ne fait pas des travaux pour que ce soit moins bien après qu'avant. Donc c'est pour, et là aussi on a fait de la concertation, mais voilà, on va vous les présenter, mais je vais vous présenter 3 types de travaux qui vont présider à nos choix. D'abord, on va rénover les équipements en créant de nouvelles activités. On va végétaliser le site pour améliorer le cadre de vie. Et enfin, on va couvrir et solariser les terrains de tennis. Donc, ils vont tous être couverts, solarisés, ce qui a un avantage
produire de l'énergie solaire. Et vous savez, Bordeaux, elle est une ville qui est en pointe sur la production d'énergie solaire en toiture. Donc, dès qu'on a une opportunité, on en profite. Donc là, les cours de tennis de l'Escure vont être couverts de panneaux solaires, ce qui représente aussi un autre avantage, c'est que des journées pluvieuses comme aujourd'hui, on pourra jouer au tennis. Les tennis seront couverts. Donc voilà, Mathieu, tu vas en dire un peu plus dans quelques instants. Donc voilà, en gros, ce que nous allons faire pour rénover l'Escure. Donc voilà, moi, les quelques mots introductifs que je voulais partager avec vous. Vous remercie aussi d'être venu aussi nombreux ce soir pour des sujets qui, je crois, sont importants, mais je le redis, pour des réunions à venir pour les deux dossiers que je voulais évoquer en préalable, à savoir le rêve 11, piste cyclable, et la place Saint-Augustin. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté patiemment et attentivement. Et je vous donne la parole, Monsieur Jarry, c'est vous qui annoncez, ou non, c'est d'abord Laurent qui va prendre la parole. Voilà, je donne la parole à Laurent Guimet. Je vous remercie. Laurent, vas-y. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous d'être là, ça me fait évidemment très plaisir. Je suis ravi de voir des visages familiers. Certains ont parfaitement compris comment me joindre et comment venir me voir, puisque j'ai la faiblesse de penser que je suis, même si je ne suis pas réactif à tous les messages, je fais de mon mieux pour être à votre écoute. J'ai un tout petit temps de parole, c'est important pour moi, remercier les équipes de la mairie de quartier. Il y a Madame Auger, M. Compagnot, il y a Rosan, il y a Pierre, et j'aimerais que Pierre tu viennes s'il te plaît parce qu'on ne te voit pas assez. On a un nouveau secrétaire général depuis quelques mois à peine, s'il vous plaît, Pierre Dumartin. Il m'a demandé évidemment de ne pas le citer, de ne pas le faire venir, donc par esprit de taquinerie je le fais. Et j'aimerais remercier évidemment les adjoints qui viennent avec moi ce soir, et je vais leur laisser la parole surtout à Mathieu Asboire, qui a la gentillesse de m'accompagner sur le quartier, et que je ne cite pas si souvent, à qui je n'ai pas assez laissé le temps de parole sur les conseils de quartier. Mathieu, c'est à toi pour le projet d'Escure. Merci beaucoup, et très bonne soirée sur le conseil de quartier de Saint-Oc. Tosin du peu, parce que je vois qu'il y a des visages des trois secteurs. Merci. Juste avant de donner la parole à Monsieur Azoir, juste histoire de faire connaissance, parce que c'est intéressant de repérer peut-être un certain nombre de choses. Donc la soirée va se dérouler de la manière suivante. On a là la présentation de Monsieur Azoir. Après, tout de suite, il y aura les interventions de Madame Schmitt et de Madame Le Boulanger sur les questions de l'enfance. Après, vous avez vu, vous êtes dans un format avec des tables. Vous êtes 110 inscrits, et l'objectif qui nous a été donné, en tout cas c'est celui qui nous a été donné par nos élus et Monsieur le maire, c'est de permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'exprimer. Et 110 prises de parole, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler en groupe et de pouvoir rapporter un sujet, et l'ensemble des choses exprimées en groupe sera bien sûr annexé au compte-rendu, ce qui permettra déjà 12 prises de parole selon les tables pour pouvoir réagir à ça. Suite à ce temps-là, on aura l'échange, et après la sujet d'urbanisme. Juste quelques règles du jeu pour ce temps d'échange. J'ai pas la zapette, voilà, c'est ça. Le conseil est filmé, et c'est pour ça aussi qu'on va faire passer des micros qui permettront à celles et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui d'avoir les traces de vos échanges, de vos interventions, et permettre ensuite de dire aux parents d'élèves, aux parents de la crèche, à vos voisins de quartier, voilà ce qui s'y est passé, et bien sûr il y a un compte-rendu qui vous sera adressé. Ça c'est le premier. Il y a un accueil pour les enfants aussi de 3 à 11 ans, sur tous les conseils de quartier. Sachez-le, peut-être que vous ne l'aviez pas repéré, mais en tout cas c'est possible pour un nombre de choses. On vous proposait de vous inscrire aussi, je repasse ces messages-là parce qu'ils sont importants, c'est pour nous permettre, vous voyez, on ne s'était pas trop trompé, il y a des chaises pour tout le monde, et puis c'est comme vous, quand vous invitez des gens à la maison, on aime bien savoir combien ils sont pour permettre de prévoir ce qu'on prévoit pour donner à boire. Vous voyez, c'est tout bête, mais il y a un pot à la fin, et on aime bien aussi pouvoir anticiper ce genre de choses dans une gestion un peu sobre des événements. Voilà, vous avez sur vos tables des fiches contacts mairie. C'est-à-dire que s'il y a des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, mais sur lesquels vous souhaitez vraiment avoir une réponse, n'hésitez pas à les remplir. Le secrétaire général, Pierre, tout à l'heure, avec lequel vous avez fait connaissance, il reprenne ces fiches contacts et bien sûr, il rentre en relation avec vous pour vous apporter des éléments de réponse sur des sujets qui ne seraient pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, j'ai laissé quelques informations
à vous partager. Bien sûr, à la fin, il y a un petit temps d'évaluation. Et ensuite, on passe au slide suivant. Voilà. Les règles du jeu pour nos échanges, on s'écoute, on ne se coupe pas les paroles, on essaye de faire des interventions courtes, c'est-à-dire exactement l'inverse que je suis en train de faire là. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, je prioriserai la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas déjà prise pour permettre aussi une diversité. Et puis, dans nos conseils de quartier, pour permettre la prise de parole de tous et toutes, il y a une prise de parole alternée, homme-femme, et ça fonctionne dans tous les quartiers. Vous êtes le 8e conseil de quartier, là, de cette séquence, et ça marche. Utilisez le micro pour intervenir, et sans plus attendre, je donne on prendra ça à la fin, la parole à M. Azoir. Merci Pascal. Bonsoir à toutes et tous. Je vais prendre simplement 5 minutes pour illustrer les propos de Monsieur le maire sur la rénovation d'un équipement emblématique. Alors, il est évidemment emblématique pour le quartier, et c'est la raison pour laquelle on y passe quelques minutes, mais il est également emblématique pour la ville de Bordeaux. Je veux parler de l'espace sportif Lescure, qui est composé d'un stade emblématique et également d'un espace de proximité. C'est un engagement, et Monsieur le maire l'a pris dès le début de la mandature, eu égard peut-être, et je fais juste une petite parenthèse, parce que nous étions un certain nombre, dont Monsieur le maire, dont moi, et peut-être un certain nombre d'entre vous, à nous être battus contre un ancien projet qui voyait disparaître une partie du stade. Quand on voit la trajectoire de l'UBB aujourd'hui, si on avait supprimé quelques tribunes, je ne vous raconte pas la réaction actuelle du président de l'UBB, et puis aussi qui voyait disparaître une partie des espaces sportifs, et en particulier la piste d'athlétisme. Et l'engagement que nous avons pris, que Monsieur le maire avait pris, avait été de rénover ces deux espaces. Nous avons fait des gros travaux sur le stade, nous avons conforté le club, nous avons changé la pelouse, et aujourd'hui nous nous attelons à l'autre espace attenant qui est l'espace sportif de proximité dont vous avez la photo de l'état actuel. Vous le connaissez, vous voyez son état. Objectivement, il mérite et il nécessite d'être rénové. Comme j'ai dit que je n'allais pas être long, je vais aller à l'essentiel, vous dire que nous avons réalisé un gros travail de concertation, en priorité avec les associations sportives qui utilisent le lieu, mais il y a également des établissements scolaires. Il y a, et vous pouvez le voir souvent quand il fait un peu meilleur, de nombreux utilisateurs comme vous et moi qui viennent en profiter. Et puis, parce qu'il faut le signaler, et ils nous ont beaucoup accompagnés, l'association Préservons l'Escure, qui ont eu aussi un regard très intéressant et très complémentaire. Et donc, les choix qui ont été retenus dans le cadre de la rénovation, c'était évidemment, je l'ai dit, de conforter la dimension sportive du lieu, en rénovant les cours de tennis. Monsieur le maire en a parlé, et je reviendrai sur la couverture des panneaux photovoltaïques, de faire en sorte qu'il y ait une piste d'athlétisme qui soit totalement rénovée et qui permette d'accueillir une pratique supplémentaire par rapport à celle aujourd'hui. La création d'une piste de paddle, je vais vous l'illustrer tout ça après, mais c'est pour vous dire le fait qu'il fallait qu'il reste un état en permettant le sport de proximité, la création d'une rampe de fitness et la rénovation des terrains de basket et du terrain de handball. Sur le plan environnemental, j'y reviendrai juste à la fin, mais vous dire que, alors c'est peut-être pas forcément très lisible, mais c'était aussi pour vous illustrer comment ce lieu sera dans quelques mois. Nous avons réussi à faire en sorte qu'à chaque match de l'UBB, il n'y ait plus des cars régis ou des voitures qui stationnent au milieu. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ce qui nous permet de rénover la piste d'athlétisme en nous disant qu'il n'y aura plus de camion qui va la traverser. Et donc, ça nous donne une bouffée d'air. Et vous le voyez là, donc des espaces de basket transformés en espaces 3-3, un terrain de hand, un terrain de paddle, ça c'est une vraie nouveauté, derrière les trois terrains de tennis. Et nous rénovons la partie qui est tout à fait au nord, à la fois le fronton, il n'y a plus beaucoup de frontons
sur la ville. Il y en a au Parc des Sports Saint-Michel. Il y a un mur à gauche à la Plaine des Sports Colette-Besson, et il reste celui-là, donc nous le rénovons. Et puis, petite singularité, sous l'espace Lescure, qui est aujourd'hui occupé par des voitures, nous transformons cet espace en une piste d'athlétisme couvert, avec quelques agrès qui permettront de faire du fitness. Et je vais vous parler, et monsieur le maire l'a évoqué, parce que c'est aussi symptomatique du lieu, il y aura un traitement paysager ambitieux, avec, et vous le voyez sur ce plan-là, de nombreuses plantations, 7000 m², 50 arbres, en plus de ceux qui sont déjà existants, et une désimperméabilisation des sols à hauteur de 3000 m². J'ai dit que je serais rapide pour vous donner une photo de la perspective sur la couverture en panneaux photovoltaïques, une couverture un peu spéciale, réalisée et proposée par nos architectes en interne de la ville, je pense qu'il faut aussi le signaler, et avec des courbes qui rappellent un petit peu l'architecture du site. Je termine simplement en vous donnant des éléments liés aux travaux et aux délais. Monsieur le maire l'a évoqué. Début des travaux lundi. La partie interne sera totalement condamnée, mais en revanche, l'ensemble des espaces couverts, le gymnase Lescure, le gymnase Albert Thomas, pourront continuer à être utilisés par l'ensemble des associations et le monde scolaire. En revanche, nous ne pourrons pas et nous ne pourrons plus traverser le parc Lescure pendant la durée des travaux. Donc il y aura 2 entrées. Là, on ne le voit pas bien, mais vous aurez tous les éléments sur le site et également sur le site internet de la ville et sur site, avec une entrée côté Albert Thomas et une entrée côté place Johnston. Voilà, en quelques minutes, mais vous dire qu'avec monsieur le maire, nous sommes très heureux. Et j'aurais pu le préciser aussi, puisque Laurent Guillemin est mobilisé sur l'enjeu de solarisation de la ville. Les terrains de tennis couverts, c'est 1400 m² de panneaux solaires qui vont nous permettre de faire en sorte que 50% de la consommation électrique, à la fois du stade Chaman-Delmas et de cet espace-là, sera couvert par l'installation de ces panneaux photovoltaïques. Et je voulais dire que nous sommes très heureux de cette réalisation. Merci à vous. Merci pour, juste en résidence, qui habite pas très loin du stade et de l'espace Lescure dans la salle, histoire qu'on repère un peu nos voisins et voisines. D'accord, donc vous êtes directement concernés. J'avais pas fait qui habite plutôt du côté de Saint-Augustin ici, qui joue à domicile, entre guillemets. On va rester sportif ce soir. Merci à vous. Qui est plutôt du côté du Tozin? Voilà, merci. Tozin aux forces ce soir. Voilà, bienvenue. Alphonse Dupeux, secteur Alphonse Dupeux. Oh, c'est réparti dans la salle de chaque côté. Gavinès, pardon. Mesdames, bonjour, on s'est vu à l'accueil tout à l'heure. Côté Sainte-Eulalie. Eh bien écoutez, bienvenue. En tout cas, bienvenue à tous et toutes. Ça vous permet de repérer peut-être des voisins que vous ne connaissiez pas. Nous, ça nous permet d'identifier un peu de quel coin du quartier Saint-Augustin vous êtes. Sans plus attendre, bien écoutez, Madame Schmitt et Madame Le Boulanger. Le défi, c'est le 8e conseil de quartier. Un petit quart d'heure de présentation et après, on échange par table. Parfait, très bien. Bonsoir à tout le monde. Fanny et moi sommes très heureuses de vous présenter ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est une compétence directe de la ville de Bordeaux. C'est un gros budget pour la ville de Bordeaux. On va passer quelques chiffres après. Donc c'était important. Vous êtes parents, peut-être grands-parents, oncles, tantes. On est tous concernés par les enfants dans la ville et la place qui leur est dédiée. Donc nous souhaitions vraiment vous présenter notre vision de la place de l'enfant dans la ville et échanger après avec vous sur votre vision à vous pour puiser des idées, des nouvelles idées, pour faire progresser encore plus notre rôle là-dessus. Donc sur cette... sur ce sujet,
Donc, Monsieur le maire l'a dit aussi, nous avons fait de l'enfance une des priorités du mandat. Ça se traduit par une ambition aussi bien en termes de personnel que en termes financiers. Donc, on va le décliner tout à l'heure. Ça se traduit aussi par un titre que nous avons eu, qui est le titre de Ville amie des enfants de l'UNICEF. Vous devez tous connaître l'UNICEF. On a eu ce titre grâce à nos engagements. Je citerai les 5 engagements. C'est assurer le bien-être des enfants, notamment en favorisant l'inclusion des enfants à besoins particuliers. C'est lutter contre l'exclusion et contre toute forme de discrimination. C'est proposer des parcours équitables à tous les enfants dans la ville. C'est favoriser l'engagement. Et bien sûr, c'est aussi faire vivre le partenariat avec l'UNICEF. Je vais commencer par le défi quantitatif, on va dire. On va parler quantité, puis après Fanny déclinera sur la partie qualité de nos engagements. Alors, on aurait pu faire un quiz en vous demandant combien il y avait d'écoles publiques dans la ville de Bordeaux. Je ne sais pas si vous en rendez compte, il y en a 117. 117 écoles sur l'ensemble du territoire bordelais, publiques, et 80 crèches financées par la ville. Ça représente, vous avez quelques chiffres, 16 800 élèves, 1200 agents municipaux, et je vois qu'il y a ici des associations qui s'occupent du péri et extrascolaire, donc qui accueillent les enfants le soir, le mercredi et pendant les vacances, et ce sont là aussi 600 animateurs sur le territoire qui s'occupent des enfants sur ces périodes extrascolaires. Quelques chiffres qui illustrent notre volontarisme en termes financiers, avec, pour une population scolarisée qui a augmenté de 3% en nombre d'enfants, un budget sur la petite enfance qui a augmenté de 29% entre 2020 et 2024, et de 26% sur le périscolaire, pour répondre vraiment aux attentes et aux besoins des habitants bordelais. Et on pourrait même parler là, de 2025, puisqu'on a voté au dernier conseil municipal la semaine dernière le budget 2025, avec là encore une progression, pour toi Fanny, aux alentours de 10%, et pour moi sur le périscolaire, plus de 6% encore, donc une ambition encore affirmée. Et je voulais juste rajouter sur le budget, parce que vous ne le savez pas forcément toutes et tous, mais la ville a obligation de financer aussi sur ses compétences, c'est-à-dire maternelles et élémentaires, les élèves qui sont scolarisés dans le privé. Donc ça coûte, avec vos impôts, nos impôts, nous donnons tous les ans 4,3 millions aux établissements privés qui sont sur la ville de Bordeaux. Voilà, vous ne savez peut-être pas, mais c'est quand même intéressant à savoir aussi. Je te passe la parole. Alors, on va passer à un autre défi, celui du maillage territorial. J'ai l'impression que ce micro a un problème. Je retente le coup. Donc 8 quartiers à Bordeaux, une population en nombre d'enfants qui augmente de 3%, donc une augmentation somme toute assez raisonnable. Oui, mais ça c'est sans compter de grandes disparités territoriales, puisque vous le savez, on a beaucoup de nouveaux quartiers, des quartiers qui sortent de terre littéralement. Vous visualisez les quartiers du Belvédère, de Brazza sur la rive droite, de Bastide-Niel, tous les quartiers du nord de Bordeaux. Donc c'est ce que vous voyez sur cette carte. En fait, en violet, vous avez vraiment les nouveaux quartiers où vous avez énormément de livraisons de logements, soit qui sont intervenus pour ce qui est du nord de Bordeaux, soit qui sont encore à venir. Donc sur Bordeaux Sud et la rive droite, on a encore énormément de logements et donc énormément de familles qui s'installent. Les flèches en bleu vers le haut, c'est quand vous avez une dynamique très forte en fait de nouveaux enfants. Sur le centre-ville de Bordeaux, on voit qu'on a plutôt, sans surprise, une dynamique à la baisse avec moins de familles, moins d'enfants. C'est un peu normal quand c'est plus difficile de se loger dans le centre-ville. Et puis les quartiers comme le vôtre et celui de Codéran et Nansouty-Saint-Genès qui sont plutôt, on va dire, en stagnation de population. Néanmoins, même sur ces quartiers-là, il y a quand même d'énormes défis puisqu'on a quand même
de nouvelles familles qui s'installent. Et puis, donc on a de nouveaux habitants, on a des familles, et puis on a aussi des familles qui ont des besoins qui évoluent, des familles qui ont besoin d'être davantage entourées, qui souvent n'ont pas de grands-parents à proximité, elles nous le disent souvent, et qui ont plus besoin de garde d'enfants, d'accueil d'enfants. Donc on a vraiment un vrai défi, et notre plan pluriannuel d'investissement a beaucoup été mobilisé sur la construction de nouvelles crèches et de nouveaux groupes scolaires. Alors pour ce qui concerne donc là c'était pour la partie quantitative, on va dire. Tout le reste du diaporama, on va vous expliquer que mettre l'enfant au cœur du projet municipal, c'est énormément agir aussi sur la qualité d'accueil de ces enfants de 0 à 10 ans. Donc pour ce qui concerne les tout-petits, évidemment, on pense à la qualité d'accueil en crèche dans un contexte national de la petite enfance que vous connaissez peut-être, avec une pénurie sans précédent des professionnels de la petite enfance, et puis des enquêtes sur la qualité d'accueil dans les crèches, donc vraiment la nécessité d'affirmer une ambition très forte sur les conditions dans lesquelles sont accueillis nos tout-petits. En crèche municipale, ça se traduit en fait cette ambition par le fait de refuser de dégrader les taux d'encadrement ou d'avoir recours à du personnel moins qualifié, comme c'est pourtant une orientation qui a pu être autorisée par le gouvernement pour faire face à cette pénurie. Quand on a moins de pros, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir plus d'enfants? Baisser les taux d'encadrement ou baisser les qualifications. C'est vraiment quelque chose que la ville de Bordeaux a refusé et que le maire de Bordeaux a vraiment refusé. Donc on maintient des forts taux d'encadrement et des qualifications dans nos crèches municipales. Dans les crèches municipales en gestion déléguée, vous avez peut-être entendu parler des délégations de services publics. On a notamment dans les nouveaux quartiers des nouvelles crèches que l'on construit et que l'on peut donner en gestion à des gestionnaires. Là, il y a eu un énorme travail d'encadrement des contrats avec les gestionnaires, d'encadrement des bénéfices possibles sur ces gestions pour empêcher en fait qu'on puisse avoir des bénéfices déraisonnables sur la gestion de la petite enfance et venir sélectionner les gestionnaires sur des projets qualitatifs, et donc en ouvrant aussi la possibilité au secteur associatif ou au secteur de l'économie sociale et solidaire de venir gérer des crèches municipales dans le cadre de ces contrats, ce qui n'était pas fait avant. Pour les crèches associatives, eh bien là, l'engagement fort de la ville se traduit au premier chef par le fait de leur donner tout simplement, j'ai envie de dire, les moyens de fonctionner, c'est-à-dire de suivre les besoins associatifs en termes financiers, donner à une association les moyens de déployer son projet associatif, c'est ça, lui permettre de développer une qualité d'accueil. Et sur le budget total des places en crèche de la ville, Sylvie le rappelait, on a voté au budget 2025, encore cette année, une augmentation de 10 points par rapport au budget de l'année dernière. Et puis la petite enfance, ce n'est pas que les crèches et les modes d'accueil, c'est tous les petits de 0 à 3 ans de la ville, et la ville doit porter son ambition et son regard vraiment sur toutes les familles, et à commencer aussi par les tout-petits qui sont accueillis chez des assistantes maternelles. On a énormément d'assistantes maternelles sur notre territoire, et on a vraiment une attention particulière à ce mode d'accueil qui est en difficulté au niveau national, c'est-à-dire qu'on a vraiment de moins en moins d'assistantes maternelles à l'échelle nationale, et elles partent énormément en retraite. La ville a doublé le nombre d'animatrices de relais petite enfance. C'est le service public qui s'adresse aux assistantes maternelles et aux parents qui ont des enfants chez une ASMAT. Et donc ce service public municipal a doublé son nombre de personnel pour déployer le nombre de temps de rencontres et jeux, déployer aussi le nombre de lieux en proximité des assistantes maternelles. On a aussi un très grand volet soutien à la parentalité, soutien aux parents. Les parents ont de plus en plus besoin d'être entourés. C'est vraiment un besoin qui est de plus en plus reconnu. Vous avez sans doute entendu parler de la politique des 1000 premiers jours de la vie et du rapport de Boris Cyrulnik. C'est vraiment un besoin fort des parents qui ont besoin de rompre l'isolement. Donc là aussi, on est à leur côté. On va continuer avec, on va parler de ces compétences directes de la ville, avec les bâtiments, les agents municipaux qui sont dans les écoles et dans nos crèches
en gestion directe. On a un document de cadre qu'on a signé avec l'Éducation nationale et la CAF, qui s'appelle le projet éducatif de territoire et qui permet à toutes les crèches, les écoles, les associations extrascolaires, sur tous les temps de l'enfant, de 0 à 18 ans, de profiter de projets pédagogiques. C'est aussi un gros travail qui est fait là-dessus avec le tissu associatif local, autour de 4 axes qui s'affichent: parcours, solidarité, environnement et démocratie. Je voulais vous parler du conseil municipal des enfants. Ce sont 64 élus, eux aussi, qui sont de CM1 et CM2, en classe CM1 et CM2, et qui sont tirés au sort sur la base du volontariat, tirés au sort avec un nombre représentatif des enfants scolarisés par quartier, pour vraiment une représentativité de l'ensemble de la ville de Bordeaux. Et ces 64 élus travaillent sur différents projets, sur les solidarités, sur l'alimentation, etc. Ils ont à cœur vraiment de proposer des actions concrètes qu'ils réalisent pendant leur mandat, qui dure 2 ans. La ville de Bordeaux a été la première en France, grande ville, à être labellisée 100% éducation artistique et culturelle. Là aussi, c'est une ambition de proposer un parcours sur l'éducation culturelle, de rencontrer les artistes, de pouvoir pratiquer aussi. Et on a à la ville de Bordeaux plus de 50% des écoles qui profitent d'un parrainage-marrainage, c'est-à-dire qu'ils sont parrainés ou marrainés pendant 2 ans, soit par une structure municipale, soit par une association, des artistes qui viennent faire un programme et évoluer avec les enfants pendant 2 ans. Je parlerai, mais vous connaissez le programme de la rue aux enfants, avec la piétonisation, soit à temps complet quand on peut le faire, soit le matin et le soir, les abords des écoles. Bien sûr, nos cours buissonnières, vous verrez de très belles photos après, des cours d'école réaménagés pour plus de fraîcheur et plus de place pour l'ensemble des enfants, qui soient agités, calmes ou à besoins particuliers. Le savoir roule à vélo qu'on a développé avec Mathieu, où on a plus de 1000 élèves de CM2 qui apprennent à faire du vélo dans les conditions réelles, d'abord dans la cour de l'école, puis après encadrés, ils sortent dans les rues pour vraiment apprendre à faire du vélo. Et puis on est très attaché aussi au bien-être et aux addictions, avec, vous connaissez le problème des écrans. Donc là aussi, un programme ambitieux de développement pour limiter l'accès aux écrans des petits, mais aussi des parents. Et on s'aperçoit que sur ces défis, on a un défi qui joue sur les écrans, le retour des enfants, c'est que souvent, c'est papa et maman qui ont vachement de mal à se décrocher de leurs propres écrans. Je finirai par un thème important, un enjeu de santé publique. J'ai oublié de parler, j'en parle là parce que c'est le lié. La ville de Bordeaux a la spécificité d'avoir sa propre médecine scolaire. On a cette grande chance dans notre ville, c'est l'Éducation nationale sur Seine, dans la ville de Bordeaux. On a notre propre service et c'est vraiment très précieux parce que du coup on a vraiment une action concrète et on est très proche avec les enseignants de l'Éducation nationale des problématiques des enfants. Un engagement fort sur la qualité de l'assiette. On a à Bordeaux la chance d'avoir 98% des enfants scolarisés dans nos écoles qui mangent à la cantine, qui déjeunent le midi. C'est énorme. Et donc on a fait un gros travail avec notre cuisine centrale de Sivu pour développer le fait maison, pour avoir plus de bio. Et je profite de cela pour vous dire que c'est vraiment une ambition de la ville de Bordeaux d'aider l'agriculture locale. On passe des marchés sur 3 ans, on s'engage sur des prix avec des agriculteurs, des coopératives agricoles pour les aider eux derrière à avoir des perspectives, à se structurer. Donc quand vos enfants, petits-enfants mangent dans la cantine, sachez que ça contribue aussi à la santé de notre région, puisque l'objectif c'est de manger local, bio, mais on est à 62% de bio, c'est énorme. On pourrait être à plus, mais on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas aller chercher du bio en Italie, en Espagne. On veut privilégier le local et structurer, aider les filières agricoles locales.
Sur la maternelle, on est déjà à 80% de bio, on était à 20% au début de mandat, donc on progresse. On a un repas végétarien par semaine, même chez les bébés, et 8% des enfants qui sont inscrits au menu végétarien. Et donc, quelques illustrations, les enfants dans le quartier. Donc, ici, vous voyez les magnifiques photos de la cour buissonnière de Jean Cocteau et de la cour élémentaire de Loucheur. Donc, vous voyez voilà, des exemples de réalisation. Ensuite, la cour buissonnière de l'école Alphonse Dupeux et l'extension de cette école. Dans cette cour buissonnière, puisque vous savez que ce sont des démarches participatives qui associent les enfants, les équipes éducatives, les équipes d'ATSEM, du périscolaire, les parents. Et qu'ont-ils demandé? Ils ont demandé un ruisseau dans la cour. Donc, il y a un ruisseau dans la cour avec un petit robinet. Et c'était pour faire une référence au PUG, ce cours d'eau qui donc j'imagine passe pas loin ou en dessous, sous la cour. Donc voilà, on a le cycle de l'eau. Ensuite, là vous avez les magnifiques photos de la crèche associative Pitchoun Oasis qui vient d'ouvrir en 2024 et que la ville a très fortement soutenu en investissement. Donc voilà, une magnifique crèche de 60 berceaux. Et puis un petit zoom sur l'ancienne crèche Saint-Augustin, puisque vous êtes nombreuses et nombreux dans le quartier à vous enquérir assez régulièrement de que devient ce bâtiment public. Cette crèche avait dû fermer pour vétusté en 2019. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la capacité d'accueil a été maintenue puisque la ville a réservé des berceaux dans d'autres crèches pour maintenir les 40 berceaux qui étaient anciennement dans la crèche municipale Saint-Augustin. Nous y avons fait des travaux, donc peut-être on peut passer à la diapo voilà, d'après. Donc on prépare un usage transitoire en attendant d'avoir le programme de réhabilitation très lourd de long terme. Donc on devrait normalement ouvrir cet été, en 2025, un lieu dédié à la petite enfance toujours. Des travaux de toiture, d'électricité, de chauffage ont d'ores et déjà été faits. Il reste des sanitaires, remise en peinture, plomberie, etc. Et ce sera en fait un relais d'assistantes maternelles qui s'installera avec des activités d'éveil pour les tout-petits, des associations d'éveil culturel et artistique. Voilà pour la crèche. Merci. Ce qui vous est proposé, pour permettre à chacun et chacune de pouvoir réagir, on vous propose pendant une dizaine de minutes de pouvoir échanger par table là, et de pouvoir dire, à partir de ce qui a été présenté, moi j'ai telle interrogation, telle question, et de pouvoir surtout les noter sur la feuille. À l'issue de ces 10 minutes par table, il y a un sujet que vous décidez collectivement, et je vais venir avec le micro et il y aura un rapporteur ou une rapporteuse, ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui sera le délégué de la table et qui partagera un peu ce qui ressort de la table et qui permettra ensuite aux élus de pouvoir répondre un peu si c'est des questions ou en tout cas de pouvoir entendre vos interrogations et vos remarques sur le sujet. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je vous ai raconté? Ça c'est bien déjà. Écoutez, donc il est exactement, et on est pas mal, on est en retard mais c'est normal, on avait un quart d'heure de retard au début, 19h27, on a jusqu'à moins 25, donc jusqu'à 35 pour échanger par table. Et je viens vous voir et vous trouvez un sujet pour mettre en commun. Après, vous avez envie de partager ce qui suit de vos échanges. Et je viens vous voir avec le micro d'ici une dizaine de minutes. N'hésitez pas à noter aussi tout ce que vous avez échangé ou des sujets qui vous semblent importants. Nous, on les retape après et c'est acté au compte rendu, bien sûr. Merci à vous. Je vous laisse échanger avec vos voisins et voisines. Voilà. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs, je vais passer, alors on vous propose de pouvoir ou réagir ou intervenir ou poser une question qui reflète ce que vous avez évoqué autour de la table, et puis après je vais à la table d'à côté. C'est vous, allez-y. Bonsoir à tous. Du coup, c'est un petit peu un plaidoyer, on se connaît déjà avec M. Poulain, je suis Cécile Dupont, j'habite le quartier, j'ai une petite fille de 9 ans qui se scolarise à l'école Loucheur. Si je prends la parole ce soir, c'est parce qu'on est complètement dans le thème enfants dans la ville et urbanisme. Donc je vais faire un petit propos qui ne va pas durer longtemps, mais c'est pour rien oublier et être clair. En tant que parents délégués, voilà plusieurs années que nous interpellons la mairie sur le manque de signalétique à l'abord de notre école, qui se trouve aujourd'hui sur un des axes les plus passants, hôpital Pellegrin, Médoquine, Université.
Depuis, les deux écoles ont été mises en place et nous en remercions la collectivité. Néanmoins, la configuration de notre quartier fait que ce dispositif a reporté les problèmes de sécurité sur les rues Jules Badal et sur le rond-point du Carrefour City, le passage piéton du Carrefour City du Tozin au sud de Charles Perrins. Voilà donc plusieurs mois que nous interpellons la mairie par mail, échange téléphonique. Nous avons évoqué ces problématiques lors de nos conseils d'école également. Ce qui a permis à la mairie de nous proposer une visite de la police municipale sur site un matin d'école. Mais à ce jour, nous n'avons pas eu de suite à l'intervention de la police municipale. Et à ce jour, il n'y a pas d'aménagement possible ou envisagé, nous a-t-on dit, puisque le bus à haut niveau service va débuter des travaux en 2025, bien probablement prochainement. Et que donc, ni la mairie, ni a priori Bordeaux Métropole, en tout cas on nous a donné les noms de M. Etzenati et Mme Bénard, ne sont pour ce coup au courant de notre problématique. Vous comprendrez donc bien que pour nos enfants très nombreux à se déplacer à pied, vélo ou trottinette, nous n'attendrons pas que l'inacceptable se produise, sachant qu'il y a déjà eu plusieurs grosses frayeurs, des enfants qui ont eu des voitures qui les ont frôlées. Nous demandons donc que la traversée des enfants rue Jules Badal et du passage piéton du Carrefour soit sécurisée sans attendre les travaux du BHMS. Et j'en finis, sans engagement de la collectivité, vous ne laisserez pas d'autre choix que de renouveler notre action déjà menée en janvier aux abords de l'école, où nous, parents, avant nos activités professionnelles, avons pris de notre temps pour faire traverser nos enfants, arrêter les automobilistes avec les gilets jaunes. Et malheureusement, cette action menée en janvier, nous l'avons relayée sans aucune action et nous sommes prêts à la renouveler en malheureusement sollicitant les médias, cette fois-ci, aucune réponse ne sont apportées à notre problématique. Alors, merci à vous. Est-ce qu'il y a une remarque, une question vous avez cette table, vous avez des choses à dire, messieurs? Mesdames, oui. Mais sur le sujet, finalement, c'est pas mal de motiver les parents, c'est un engagement citoyen au quotidien. Alors, je viens de vous voir, vous avez des choses à dire? Non. Est-ce que vous avez des choses à questionner, à partager en réaction? Vous avez des choses cette table ou pas? Non, en réaction à ce qui a été présenté ou lié à vos échanges? Merci. Un point qui rejoint un peu le point de madame, c'est les trottoirs. Donc, moi je parlais de la rue Javy, rue Guillaume-Leblanc. Les trottoirs sont très étroits. On peut à peine circuler avec une poussette. Il y a souvent des gens qui sont sur la chaussée avec leur poussette, voire il y a aussi des gens en fauteuil roulant qui sont sur la chaussée avec les voitures parce qu'il n'y a pas la place sur les trottoirs. Donc ça, c'est évidemment un danger de chaque instant pour les enfants et pour les parents avec les poussettes. Vous souhaitez partager des choses? Oui, monsieur. Bonjour. J'ai appelé les filles pour savoir si elles avaient des remontées. C'était quand même les plus intéressées. Donc elles m'ont dit que, par exemple, là, à Saint-Augustin, nous avons 2 parcs, mais c'est des parcs pour petite enfance qui va de 0 à 7 ans et ils n'ont rien pour les enfants au-dessus. Voilà. Donc c'est leur première demande. Et puis bien sûr, les trottoirs qui sont petits, on sait c'est des quartiers qui sont petits, qui ont vu quartier. Et puis c'est tout. Vous êtes le porte-parole de vos filles, c'est ça? Très bien. Est-ce que vous souhaitiez, moi je viens vous voir sur le sujet, est-ce que vous avez des réactions, des questions, mesdames, monsieur? Allez. Non, pas mieux. On se passe très bas. Vous souhaitez? Non. Oui. Oui, bonjour. Anne Perron du quartier Alphonse Dupeux. Nous, on avait juste une petite réaction sur le sujet des concerts auxquels pouvaient assister les jeunes. Sur le fait que c'était en fait des répétitions de l'orchestre, que le programme était rarement connu d'avance, et donc pas préparé par les enseignants, et qu'on trouve intéressant qu'il y ait des essais pédagogiques qui soient proposés aux enseignants pour qu'ils préparent les enfants, que ce soit vraiment bénéfique. Voilà, c'est tout. Messieurs. Oui, bonsoir. Xavier Doux, donc je vis dans le quartier, j'ai 2 enfants à l'école Florent-Nora, 5 et 7 ans.
Moi, c'était pour parler du périscolaire et des centres de loisirs. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on a tout ce qu'il faut en termes de possibilités, sauf qu'en termes de dimensionnement, il y a quand même une vraie question et un vrai challenge, on va dire, pour chaque inscription. Alors, pour les vacances scolaires, c'est un défi de réussir à s'inscrire dans les délais. Et en fait, 1 heure après l'ouverture de l'inscription, il n'y a plus aucune place pour les vacances scolaires. Toutes les 6 semaines, on a un challenge pour réussir à s'inscrire en vacances scolaires. Et chaque année aussi pour l'inscription sur les centres de loisirs. Donc en termes de dimensionnement, je pense qu'il y a un petit travail là-dessus, potentiellement, pour essayer de s'adapter au format de la population du quartier. Est-ce qu'il y a... Ben voilà, je sais, on n'est pas... Ah non, tout à l'heure j'étais venu vous voir, je suis oublié. Et en plus, vous m'avez dit en plus que j'avais oublié le quartier du Tondu, c'est ça? Hein, vous voyez, je me rappelle. Il y a des gens qui habitent le quartier du Tondu. Voilà, vous voyez, j'avais oublié, comme ça on vous repère. Merci. Bonsoir, je suis Jacques Fauché, je suis le curé de la paroisse Bordeaux-Belgrade, avec justement Saint-Augustin, Notre-Dame de l'Espérance, et puis donc Saint-Jean d'Arc autour de là. Petite question sur l'enseignement privé. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, et donc j'ai très favorable au public. Mais il y a des écoles privées. Et je voudrais en parler positivement dans la mesure où c'est partie du service sur la scolarité. En tout cas, il y a un énorme lycée, Saint-Augustin, professionnel, qui est assez remarquable sur tout le département. Je voudrais dire, il y a un petit problème financier. C'est-à-dire que 30 à 40% des élèves qui viennent dans ces écoles viennent de Mérignac. Et donc, Mérignac ne peut pas payer pour ces Mérignacais qui viennent à Bordeaux. Et ça met ces écoles en difficulté. Au nom même du service public de l'éducation nationale, où il y a aussi l'enseignement privé, comment penser cette affaire qui date de plusieurs décennies. Et ça ne bouge pas. Et ça met ces écoles en difficulté, et donc les enfants en situation de citoyen. Merci. Alors, vous avez tout noté, parce que moi je passais le micro, donc j'ai rien pu noter, mais j'imagine que vous étiez très concentrés. En l'été, je veux bien répondre aux 2 questions qui me concernent directement. Et sur les aménagements, on laissera notre cher maire de quartier répondre, mais on est de tout cœur avec lui. Sur les places en périscolaire, donc on a sur la ville de Bordeaux près de 30 partenaires associatifs qui gèrent, à qui la ville a confié l'accueil péri et extrascolaire. Donc entre 20 et 30 partenaires, en gros c'est entre 20 et 30 manières de faire différentes sur les inscriptions. Et le rôle de la ville, et c'est ce qu'on a demandé à nos équipes du service enfance qui sont représentées ici, c'est avec ce que nous portons à la ville, ce souci et cette ambition d'équité de traitement de l'ensemble des enfants, c'est d'arriver autant que possible à homogénéiser sur l'ensemble du territoire les modes d'inscription, les critères d'inscription, etc. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant que nous travaillons avec nos partenaires associatifs à définir ensemble des critères d'attribution de places, à définir ensemble des modalités d'inscription, c'est-à-dire est-ce que, vous l'avez très bien dit, certains c'est premier arrivé, premier servi, d'autres ils prennent les noms, ils étudient les dossiers, et puis en fonction des situations d'urgence, des situations de la famille, est-ce que c'est une maman monoparentale, est-ce qu'il y a un enfant handicapé, etc. Différents critères. On prend les critères et on étudie chaque dossier. Donc tout ça, l'objectif là qu'on fait avec le service enfance, c'est d'arriver à homogénéiser ces pratiques pour que vous n'ayez pas ce stress à subir. Donc on avance lentement mais sûrement avec l'ensemble de nos partenaires sur ces sujets. Sur les écoles privées, donc on est ville, nous on a la compétence des écoles publiques en direct et comme je le disais, nous versons à la ville de Bordeaux 4,3 millions aux écoles privées. J'ai reçu l'ensemble des directeurs et directrices à la ville de Bordeaux des écoles privées de la ville cette année, enfin en 2024 avec monsieur le maire pour leur expliquer l'ensemble des dispositifs dont ils peuvent profiter puisqu'ils vont dans nos musées, ils profitent de nos installations sportives, etc. Donc il y a un réel dialogue et voir aussi comment on peut les aider par exemple à solariser leur toiture aussi et comment on peut les aider à participer à ce programme des cours buissonnières en les
aidants dans l'ingénierie de recherche, notamment de financement, parce que là, la ville ne les financera pas. Et par rapport à ce que vous dites précisément sur Mérignac, en fait, c'est une obligation, c'est la loi. La loi oblige chaque collectivité à verser, en fonction des enfants scolarisés dans la ville, un montant par enfant. Donc les Mérignacais ont obligation de verser à Mérignac, mais comme les enfants sont scolarisés sur Bordeaux, là, ils n'ont pas obligation. Donc je pense qu'ils doivent jouer là-dessus, j'imagine, mais ils vont suivre la loi, et là, il faut voir avec... c'est la politique de la ville de Mérignac. Là, je ne peux rien faire pour ça. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est pas du tout la compétence. C'est vraiment la compétence de chaque ville, et surtout, c'est régi par des textes de loi. Merci. Et puis, d'abord, je tenais à... Donc, je vais répondre aux autres questions que j'ai pu noter. Monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Humic, me missionne de vous présenter ses excuses. Il s'est absenté. Il a dû partir de ce conseil de quartier pour la suite de son agenda. La première chose que j'aimerais dire, c'est pardon, Cécile. Cécile, toutes mes excuses, si tu les acceptes. J'ai reçu tous tes mails et les relances, et je suis impardonnable sur l'école Loucheur. Et je viens vous voir vite, c'est à mon agenda. Voilà, je viens vous voir, c'est sûr. Donc, si tu acceptes de transmettre cette information au groupe des mamans. Moi, je voulais rajouter quelque chose là-dessus, parce que le programme des rues aux enfants nous concerne toutes et tous ici. L'objectif, c'est vraiment d'apaiser les abords des écoles. Et on voit que c'est un réel succès, parce que les enfants aujourd'hui font les derniers mètres à pied. On voit des parents qui papotent à la sortie de l'école, qui ont en toute sécurité. Donc vraiment, les abords des écoles sont sécurisés grâce à ce programme. Mais effectivement, ça reporte les problèmes à là où il y avait la barrière avant, etc. Donc on avance, on progresse. Et avant, on avait des agents des écoles qui pouvaient faire la circulation devant l'école. Aujourd'hui, nos agents sont pris, elles mettent et elles sortent les barrières. Et après, elles sont prises par leurs tâches dans les classes. Donc elles peuvent pas s'occuper de la sécurisation. Alors vous avez parlé des parents. On a des écoles où on a des parents qui se relaient. Aussi, qui sont très investis dans la sécurité. Donc on peut en parler, il y a des projets participatifs dans certaines écoles, on pourra vous en parler, mais il faut imaginer ensemble, en tout cas, les solutions, parce que, bien entendu, on va rester très vigilant à la sécurité des enfants. Le temps avance, donc je fais rapide. Stéphane, pour le parc, je t'invite à te manifester, toi et les personnes que tu représentes, pour que l'aménagement de la place Saint-Og intègre toutes les tranches d'âge. Je fais rapide, si vous avez plus d'infos, je serai dans le secteur. Je sais que Anne, sur les concerts et le dossier pédagogique, alors j'ai pas tout compris, donc je reviens vers toi tout à l'heure et on discute de ça plus dans le détail. Ça a été vu. Les trottoirs Loïc, on s'est vu la semaine dernière. Si tu ne t'embêtes pas. C'est bon pour moi sur les questions, sauf si je suis passé à côté de quelque chose. J'avais noté les questions, je vous laisse. Il faut pas. Parce que je bon, et je voulais quand même dire que Fanny était déçue de ne pas avoir de questions sur la petite enfance, mais bon, ça reste. Les parents de jeunes enfants sont très occupés. Ça, à cette heure-ci, si je me rappelle bien, c'est à cette heure-ci que les parents de jeunes enfants sautent au front. C'est de ça qu'il s'agit. Et les couchent, les lavent, font le point sur un certain nombre de choses de la journée et préparent pour le lendemain matin. Juste. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Vous avez voulu aborder des questions d'urbanisme. Merci mesdames, merci monsieur. Monsieur Pfeiffer, adjoint à l'urbanisme, va présenter pendant une quinzaine de minutes des éléments. Et ensuite, on viendra vous voir. Il y aura 2 collègues de la mairie de quartier qui viendront vous voir avec des micros mobiles. Et on fera une prise de parole alternée comme promis. Merci à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc effectivement Stéphane Pfeiffer, je suis adjoint au maire urbanisme, service public de l'habitat et économie sociale et solidaire. Et vous avez fait le choix ce soir de retenir comme thématique l'urbanisme, un peu par défaut, parce que au fur et à mesure des conseils de quartier, vous êtes moins de ce sujet. L'urbanisme,
quand on voit qu'il y a une distinction entre urbanisme et nature en ville, les deux sont très liés. J'ai mon collègue Didier Jean, adjoint nature en ville, qui est au fond de la salle. Mais on a bien distingué les deux parce qu'on ne va pas forcément discuter exactement des mêmes enjeux à chaque fois. Et donc, on travaille bien sûr en étroite collaboration. Un quartier, quand on travaille sur un projet immobilier, on travaille et le bâti et l'espace public évidemment. Ce qu'on voulait vous montrer ce soir, c'est deux choses. D'abord, discuter un peu des politiques globales de la ville de Bordeaux sur les questions d'urbanisme, et ensuite faire quelques zooms sur le quartier de Saint-Augustin, mais il ne vous aura pas échappé que vous n'êtes pas le quartier dans lequel il y a la pression immobilière la plus forte et le plus de zones d'aménagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, on en parle. Les orientations urbaines pour la ville, elles ont été renouvelées forcément maintenant depuis 5 ans, avec un objectif qui est de se dire aujourd'hui Bordeaux, on est une ville de 260 000 habitants, on accueille chaque année 1500 nouveaux habitants, on a eu pendant longtemps, on va se dire c'est parisien, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, de Paris et pas que, mais l'essentiel de la hausse de la population est dû à une croissance endogène. Nous sommes un des rares territoires de France et départements de France, on a encore plus de naissances que de décès, on augmente naturellement. On a un fort effet d'écohabitation, des jeunes qui essaient de quitter le domicile familial, notamment des étudiants qui, moi, j'ai croisé à Bordeaux, ma génération est partie, soit faire des études ailleurs, soit faire des études. On a travaillé un peu ailleurs et après on est revenu. Aujourd'hui, les étudiants ils ont tendance à rester, donc ça fait un besoin de logement supplémentaire, et un phénomène de société aussi très fort qui est les séparations. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, donc forcément ça nécessite parfois pour une famille de logement, qu'il en fallait un avant. Tout ça explique le fait qu'on avait besoin de davantage de logements. Donc nous on s'est dit très bien, mais comment est-ce qu'on peut continuer à construire des villes qui accueillent plus de gens, notamment d'un point de vue environnemental. La construction, c'est un des 3 secteurs les plus émetteurs de carbone en France, et le logement, le secteur du logement, une fois qu'il est construit, c'est aussi parmi les secteurs les plus émetteurs. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on travaille sur ça et qu'on travaille donc à une construction qui soit beaucoup plus durable et beaucoup plus environnementale. Donc c'est la politique du décarboné, solidaire parce qu'on en parlera rapidement. On cherche aussi à développer le logement accessible. Bordeaux, les loyers sont chers, acheter un logement c'est cher. Donc il faut qu'on soit en capacité de rester accueillante et équilibrée avec en accueillant une diversité de la population. Dans les grandes lignes, un grand principe, c'est le zéro artificialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des années, on a construit des villes, à Bordeaux et ailleurs, en allant construire sur des espaces naturels. Sauf que ça a plein d'impact, parce que ça a des impacts sur l'écoulement des eaux de pluie, ça rend plus difficile le remplissage des nappes phréatiques, et puis ça a une tendance aussi à diminuer la place de la nature en ville et donc de la biodiversité. Donc en zéro, en artificialisant plus, on peut aussi renaturer la ville, parce que le premier acte de renaturation, c'est de préserver l'existant. Et puis, un des objectifs qu'on a, c'est aussi faire preuve de sobriété foncière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on ne peut plus construire sur des espaces naturels, parce que ce n'est pas respectueux de l'environnement et surtout que ça va être interdit par la loi, il faut qu'on soit beaucoup plus malin dans la manière d'utiliser les espaces. Donc, un gros travail de repérage d'espaces qui ne sont pas suffisamment construits, de parking qui pourraient être utilisés, du parking, mais peut-être pourquoi pas avec des logements ou autres dans les étages. On essaie de repérer ces sous-optimisations foncières. Et puis, deux axes aussi très forts de notre travail, c'est la question de la qualité énergétique de l'habitat, avec des politiques de rénovation des logements assez ambitieuses qui ont été mises en œuvre. Elles sont portées principalement par Bordeaux Métropole, parce que c'est la compétence de la métropole. Et puis, la question de la qualité des logements et du confort des logements, parce que on a, pendant des années, construit avec ce qu'on appelait en prenant le confort d'hiver. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte qu'il fasse par froid le logement l'hiver. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt de se dire comment est-ce que demain il ne fera pas trop chaud dans nos logements l'été. Donc on est en train de changer la manière de construire, de produire des logements et de dessiner des logements pour qu'ils soient plus adaptables à des climats plus adaptés, à des climats un peu plus chauds. Et puis cet objectif de favoriser la participation citoyenne, on demande aux promoteurs immobiliers d'aller informer, concerter, parfois pour construire effectivement sur des projets immobiliers de manière générale. Ce sera par exemple le sujet de cette année de la tournée du Parlement de Ville, du samedi Fernandin, sera justement sur la politique d'urbanisme.
Donc du coup, notre objectif numéro 1, c'est renaturer la ville, donc c'est préserver les espaces existants, c'est structurer l'organisation de la ville autour du tram vert. On a repéré les grands espaces dans lesquels il y a des déficits en espace vert, et puis on essaie de voir déjà un projet immobilier, est-ce qu'il ne peut pas venir compléter cet espace vert, j'en reparlerai après. L'objectif aussi qu'on a eu quand on est arrivé, c'est que vous avez échappé que Bordeaux, notamment sur la rive droite, Atlantique, Bastille, Brazza, il y a des grands projets d'aménagement avec énormément de construction de logements. Dès qu'on est arrivé, on a fait une petite pause sur ces projets pour avoir le temps de les retravailler. Par exemple, sur Bastille, on a réussi à supprimer certains immeubles pour créer des espaces verts, des squats, parce qu'il n'y en avait pas assez. Sur Atlantique, on a renégocié avec eux en 2023 pour que dorénavant, dans les nouveaux logements de Atlantique, il y ait un minimum de 18 mètres carrés d'espace vert par logement, par habitant, pardon. Aujourd'hui, la moyenne est plutôt de 10 ou 12, quand l'organisation de la santé nous explique qu'il faut plutôt 14 ou 15 mètres carrés. On a retravaillé ces aménagements pour essayer de gagner la qualité, sachant que la plupart des permis de construire étaient déjà signés et les choses étaient déjà engagées. Donc on avait des marges de manœuvre assez faibles. A l'inverse, on continue quand même de travailler sur des nouveaux quartiers et sur des endroits où on va faire zéro artificialisation, comme je le disais. Je pense à la Jalère, Bordeaux-Nord, on est sous le stade de la Côte Atlantique. Vous avez 90 hectares. Sur les 45 hectares à l'est, qui sont aujourd'hui un espace vert, on a modifié le PLU cette année et on a bloqué ces 45 hectares en espace de nature, qui sont dorénavant inconstructibles. Rappelez-vous, il y a eu un projet immobilier de construction de plusieurs milliers de logements à cet endroit. On a préservé 45 hectares de nature. Et à côté, sur la partie gauche de la Jalère, on va aller construire des logements, on va faire 2500 logements. À titre d'exemple, Brazza, c'est 10 000 logements. On est sur un programme beaucoup plus petit. Et on va construire uniquement dans les bâtiments qui sont déjà là. Vous avez l'ancien siège des retraites de la Caisse des dépôts qui fait 30 000 m², l'ancien siège de Groupama qui fait 20 000 m². On va transformer ces immeubles, en partie en logement, en partie en école, bureaux, etc. Et on va pouvoir créer des logements sans artificialiser, en utilisant des bâtiments existants. Ça, c'est un geste environnemental extrêmement fort. Et à côté, les autres logements, ils vont être construits sur les parkings, parce qu'on est sur des zones type années 60, années 70, il y a à peu près 4000 places de parking en surface sur les zones goudronnées. 4000 places de parking, autant vous dire que pour le quartier, ça fait beaucoup trop. Donc on va aller construire sur ces parkings-là. On va créer des parkings silos pour que justement les voitures puissent continuer de se garer, mais en libérant de l'espace au sol. Et en plus de ça, on va même réussir à désimperméabiliser jusqu'à 7 hectares et à rendre 7 hectares d'espace vert supplémentaires aux habitants de ce quartier. Voilà, ça c'est un exemple de quartier tel qu'on essaie de les imaginer aujourd'hui. Vous regardez d'autres quartiers de Bordeaux, je pense au bassin à flot, etc. La densité d'espace vert est quand même moins importante, même si là aussi, Didier, c'est pas mal là-dessus pour qu'on augmente cette part. Et puis, l'objectif de notre politique aussi, c'est d'avoir une ville plus inclusive et plus accueillante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser la production de logements sociaux. Aujourd'hui, dans certains quartiers, on a, si vous prenez les oubliés, je prends l'extrême, c'est 100% de logements sociaux sur les oubliés. Si vous prenez Saint-Augustin, on est un petit peu moins. On va être à moins de 5% de logements sociaux sur l'ensemble du quartier de Saint-Augustin. À côté de Rang, on est autour de 3%. Donc on a un enjeu aussi d'aller produire du logement social un petit peu partout. On ne va pas faire des grosses poches de pauvreté et d'habitat social. Typiquement, on a modifié le PLU et aujourd'hui, les promoteurs immobiliers sont contraints de faire de la mixité sociale, beaucoup plus de mixité sociale, un petit peu partout dans les quartiers de la ville de Bordeaux. Ça marche plutôt pas mal. On nous avait, quand on a décidé ça, on nous avait promis de pire. La moyenne bordelaise, en tout cas les objectifs normalement pour Bordeaux, c'est 1000 logements sociaux par an. L'année dernière, on a validé plus de 1700. Donc on a quand même une politique qui fonctionne bien sur du locatif social, mais aussi sur l'accession sociale à la propriété avec un dispositif qui s'appelle le bail réel solidaire. Je vous en parlerai si vous avez des questions, mais c'est un format d'accession. Certes, c'est plafonné en termes de revenus, mais c'est quand même accessible à beaucoup de gens. Et on a des prix d'acquisition qui sont 30% des prix du marché, ce qui est quand même plutôt positif. Pour ajouter tout ça, la question sociale, la question environnementale, on a créé un label, le label bâtiment frugal bordelais, qui vient justement inciter les promoteurs à prendre en compte la nature lorsqu'elle est là, à végétaliser davantage des parcelles lorsqu'il y a des productions immobilières, à travailler sur la qualité des logements, etc. Dans nos objectifs aussi, d'urbanisation, et ça c'est un projet de travail qu'on partage aussi avec le Guy Bichet, c'est la question de la
solaire. Comment est-ce qu'on se sert de certains espaces de la ville pour aller produire de l'énergie, et notamment les toitures. Je vous donne un exemple. Quand on est arrivé en 2020, il y avait 37 demandes d'installation de panneaux solaires. Alors, on est pas 2020, c'est le 8, c'est pas la meilleure année de référence. C'est vrai. Les années d'avant, on était peut-être à 45 ou 50, donc c'était quand même assez marginal. La ville acceptait moins de 20% des projets d'installation de panneaux solaires. En 2024, là j'ai eu le chiffre 2024 hier, on est à 280 demandes, 282 demandes, et on a accepté 100% des installations des panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'on a retravaillé les agréments, parce qu'on travaille avec les opérateurs, on a changé nos habitudes aussi pour faciliter ça. Vous avez des exemples sur le quartier Saint-Augustin, je crois que la mairie de quartier a été solarisée, je ne sais pas où il est Laurent. Et puis il y a des travaux, des réflexions en cours sur le stade Chaban-Delmas, qui est devenu monument historique, il a quand même une sacrée toiture. On est en train de faire une étude de structure, parce que vous avez vu qu'il a quelques petits désagréments sur le virage nord, mais pour envisager de solariser aussi le stade Chaban-Delmas et les travaux de solarisation du parc Lescure à l'arrière vont commencer cette année. On va aussi pouvoir produire de l'énergie verte. Tout ce projet urbain, parce que généralement il nous faut 1h30 pour tout raconter, on a décidé avec les institutions sud-ouest de le transformer dans un ouvrage qui est consultable dès maintenant dans le mairie de quartier, qui le sera prochainement aussi dans la bibliothèque. Il fait un peu plus de 200 pages, vous avez des témoignages, des photos, on raconte un peu la transformation récente de la ville. Si je reviens sur le quartier de Saint-Augustin, il me reste 3 minutes, ça va aller. Je voulais vous donner quelques exemples de projets. Donc, voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est 5,5% de logements sociaux à Saint-Augustin. Donc, on est quand même sur un quartier peu doté. Quelques exemples de projets immobiliers, il n'y en a pas pléthore. Il y en a quelques-uns. La place Gavinès, vous avez le bâtiment qui fait l'angle sur la place Gavinès. Il y a un projet immobilier qui n'est pas encore validé, il n'y a pas encore permis de construire. C'est un tout petit projet, 10 logements. On n'est pas sur un gros projet. Et on est encore en train de travailler avec eux. Vous avez un exemple, ce n'est pas la version définitive, parce que le travail est en cours, où on a passé tout le temps à la hauteur, que ce soit un peu moins haut, parce qu'ils avaient prévu initialement, travailler la qualité des façades, l'intégration dans le quartier, la circulation, etc. Ça, c'est un exemple de projet que vous allez avoir. Un autre exemple, là, c'est juste pour vous expliquer comment on essaie de travailler. Vous connaissez tous le site de la Marbrerie, on est en face de la place Gavinès. Ici, vous avez la Marbrerie qui va prochainement arrêter son activité, qui met le foncier en vente, et donc des promoteurs immobiliers qui s'intéressent à cette parcelle pour y faire un projet immobilier. Donc dans ces cas-là, les promoteurs ils viennent nous voir et ils disent voilà, moi j'ai envie de faire 250 logements étudiants à cet endroit-là. Nous là, non, c'est trop. Et puis il faut peut-être de la mixité, il faut pas que du logement étudiant, mais aussi du logement pour les familles, du logement pour les seniors. Donc la première étape qu'on va faire avec le promoteur, c'est de discuter la programmation pour qu'on ait une offre de logement qui corresponde aux besoins de la ville et aux besoins du quartier. On va aussi travailler avec eux sur les rez-de-chaussée de ces immeubles. Qu'est-ce que le bâtiment peut apporter au quartier? Tout à l'heure, mes collègues parlaient des assistantes maternelles. On travaille de plus en plus avec les promoteurs qui installent des maisons d'assistantes maternelles dans les rez-de-chaussée avec un petit jardin sur l'arrière dans le cœur du lot pour aussi développer l'offre d'accueil du petit enfant, ça peut être du commerce, etc. Et sur cet exemple-là, c'est aussi pour ça que je peux donner, on va leur demander de ne pas détruire cette petite maison. Alors peut-être qu'on ne va pas réussir parce qu'elle n'est pas protégée au PLU, ils ont la possibilité de le faire, mais on met des batailles en disant que cette maison elle est belle, c'est une maison en pierre. Si on la démolit, c'est du gâchis de matériaux. Travailler avec cette maison, travailler autour, peut-être que vous la surélever, peut-être que vous pouvez travailler derrière, mais en tout cas, essayez de la garder. Alors, le CHU Pellegrin, grand morceau de ville dans la ville. Le CHU était en année de transition en 2024 parce qu'ils ont eu un changement de direction et puis après, il n'y avait plus trop de. Il n'y avait plus de pilotes dans l'avion, dans les ministères, donc ils n'ont pas pu avoir beaucoup de validation. On est en train de reprendre des discussions avec eux sur leur projet immobilier. Vous savez, ils ont un gros projet de restructuration du secteur de l'hôpital. On leur a demandé dès qu'ils seront un peu affinés encore leur projet, de venir aussi vous le présenter parce que ça a un impact quand même assez énorme dans le quartier et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une opération d'intérêt métropolitaine qui fait qu'on a aussi un mot à dire, pas beaucoup, mais on peut aussi mener des batailles parfois avec l'hôpital. Là, l'enjeu, ce sera surtout comment on gère les franges, les circulations, est-ce que le stationnement qu'ils vont faire va pouvoir en bénéficier, comment il y a un parking silo, ils vont construire un parking silo de 1000 places. Tout ça, on demandera à l'hôpital de venir vous présenter. Un dernier exemple de projet immobilier, la caserne Carillon à Tours. C'est des travaux
travaux n'ont pas commencé, ils vont bientôt commencer, les casernes militaires. Pas vous montrer d'autres photos que ça, parce qu'on n'a pas le droit. Mais voilà, c'est pour ça que là, pour le coup, vous avez des murs quand même qui sont assez élevés. D'habitude, on a accès à ça, des murs pleins aussi élevés, c'est une caserne militaire. Mais ils ont quand même fait l'effort un petit peu de végétaliser. C'est 42 logements pour les militaires qui vont être faits ici. Et je terminerai par deux dernières informations. Vous êtes à proximité aussi d'un secteur, une partie du quartier concerné par l'opération d'aménagement du centre ancien. Tous ceux qui avaient du côté Louis-Land, etc. On va pas en parler là parce que ça concerne une petite partie du quartier, mais on va retravailler l'aménagement de tout le centre ancien. On va travailler l'habitat, travailler les mobilités, travailler également la végétalisation parce que c'est pas très vert dans le centre ancien de Bordeaux. Et on a lancé aussi cette année une grosse réflexion qui va prendre, je pense, bien 18 mois sur la question des surélévations. Pour réfléchir comment est-ce qu'on facilite les surélévations, quand est-ce qu'il faut surélever, quand est-ce que c'est bien, quand est-ce que c'est pas bien. Donc on a, je pense, une belle académie de travail devant nous pour aller arriver à comprendre tous les freins, lever tous les freins, travailler avec les opérateurs de l'immobilier, etc. pour poser ce sujet-là pour que demain, on puisse avoir une pièce en plus. C'est aussi ça, on peut travailler. C'est un petit peu déplacé, mais merci si vous avez des questions. Je suis là. Si vous avez des questions individuelles, des permis de construire, des déclarations de caractère, etc., on se voit plutôt à la fin. Voilà. Autour d'un verre, ça, parce qu'il y a des choses qui sont aussi entre vous et forcément l'association des permis de construire. C'est assez simple, il suffit de lever la main et le micro là du coup viendra vers vous. C'est mon collègue de la mairie de quartier qui va être attentif aux mains levées avec une prise de parole alternée homme-femme. Donc si c'est une dame qui commence, un homme se prépare pour prendre la parole avant. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des interpellations autour de la présentation de M. Pfeiffer? Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut s'applaudir. Vous avez pas du tout, pas de regret? Parce que là, il ne faut pas le dire deux fois. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur, attendez, on vous amène un micro. Juste levez la main pour que mon collègue vous repère. Merci. Voilà. Et ensuite, une dame se prépare. Merci. Je voudrais juste une information sur ce que vous appelez parking silo. D'accord. Attendez, on va répondre, on va peut-être prendre plusieurs questions. Allez savoir, ça va peut-être générer quelques envies, quelques questions sur les différents projets présentés. Pas du tout. Monsieur Pfeiffer, qu'est-ce qu'un parking silo? C'est un parking avec des étages. Comme il existe déjà à l'entrée du CHU, ils vont en produire d'autres dans l'enceinte du CHU pour offrir davantage de stationnement. Ça a l'avantage aussi de libérer de la place au sol pour végétaliser, etc. Est-ce qu'il y a des dames? Oui, madame, je vous amène le micro. Ah non, parce que c'était pour permettre une prise de parole alternée. Alors allez-y, monsieur. Non, madame, juste à côté. Voilà, on fait comme ça. Moi, c'est pour mes staffs, je suis évalué là-dessus, donc allez-y. Je voulais simplement savoir pourquoi la création d'un logement conditionné à une place de parking, à l'achat de place de parking ou à avoir une place de parking. Merci. Monsieur, allez-y. Ça concerne aussi le parking, mais plus le parking silo. Je crois que c'est avec qu'on construit aujourd'hui qui sont convertis à terme en logement. Est-ce que c'est le cas de ceux qui sont construits à Bordeaux aussi? Juste derrière, il y a un monsieur. Si les dames souhaitent se préparer pour prendre la parole, elles n'hésitent pas. Justement, les parkings silos, on ne peut pas monter les parkings silos dans Bordeaux. Et la problématique, on dit on va vous autoriser à faire un ménage, mais si j'ai envie d'en faire 5, pourquoi je n'aurais pas le droit? Donc je veux monter l'immeuble à côté d'un silo automobile. Et tout le monde est là. Pourquoi Bordeaux serait toujours plat? Un peu comme l'encéphalographe de l'année. Merci. On n'a dit pas l'événement, pas le physique. Hein. C'est important aussi de se respecter dans les échanges. Monsieur Pfeiffer, autour de ces questions-là, les parkings et les silos. Vous voulez faire un massage? Non. Pourquoi il faut des logements, des parkings de logement? Parce que sinon, après, vous allez voir le permis de quartier, vous expliquez qu'il n'y a pas assez de stationnement et c'est difficile de garer sa voiture. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a choisi de faire, quand on est arrivé, c'était
suis allé construire un logement 0,6 ou 0,7 places de parking par logement. Dans la modification du PLU qu'on a fait cette année, on a diminué à 0,2 places de parking par logement, notamment pour faciliter la réalisation. Parce que c'est dans ces cas-là où c'est parfois difficile de réalisation. Pour autant, il se peut que la construction se passe dans des secteurs qui sont déjà très contraints en stationnement, auquel cas on peut demander aussi un peu plus de 0,2 places de stationnement. Et puis, on fait des logements du T4 et du T5, du principe qu'il y aura une famille dedans, et que quand on a une famille, c'est encore difficile aujourd'hui de se passer complètement de la voiture. On demande à ce qu'il y ait à peu près une place de stationnement par grand logement et après quelques places sur les petits logements. La réversibilité des parkings, alors bon, ceux du CHU, je ne peux pas vous dire s'ils sont réversibles ou pas, parce que ce n'est pas nous qui les construisons. En revanche, quand je vous parlais du parking de la Genève, par exemple, il y a 3 parkings silos qui vont construire, les 3 sont réversibles. Réversibles, ça veut dire qu'en fait, on peut les utiliser, puis ils font 600 places. Si demain il y a 200 voitures en moins, on peut transformer un étage en bureau, en logement, en commerce, en centre de santé, etc. Et on a, les architectes ont dessiné comme ça le bâtiment de manière à ce qu'il puisse être facilement transposable. Une hauteur sous plafond d'un logement, on va dire que c'est 2,80. Une hauteur sous plafond dans un parking silo, c'est un peu plus bas. Donc du coup, ils vont tout de suite prévoir de faire de la hauteur supplémentaire, que ça soit changé. Imaginez bien un parking déjà construit, rajouter des centimètres de hauteur, c'est un peu compliqué. Donc on essaie d'anticiper ça, le CHU, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et on fait aussi sur le logement étudiant. Aujourd'hui, en Bordeaux, on manque de logements étudiants, on est en train de travailler en retard, mais il semblerait qu'on a atteint le maximum de la population étudiante qui connaîtra la France. Parce qu'il y en a en France. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, tous ces petits studios terrain de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, etc., que vont-ils devenir? Il n'y aura plus d'étudiants, plus assez d'étudiants pour les remplir. On travaille avec des architectes, notamment pour éviter qu'entre chaque logement, il y ait des murs de refend, des murs porteurs, en béton, machin, etc., pour que aussi on puisse à terme fusionner ces logements et qu'on anticipe un petit peu l'avenir dans la construction. La dernière question, elle était sur les parkings silos en centre-ville et la hauteur. Pour monter plus haut. Des parkings silos en centre-ville, on est en train de travailler dessus. Voilà, on y réfléchit. On regarde, c'est compliqué, parce qu'on a un institut UNESCO, c'est patrimonial, c'est pas simple, on fait pas ce qu'on veut. En tout cas, il faut probablement qu'on trouve des solutions de parking en infrastructure. On appelle ça comme ça aussi dans le centre-ville. Ça ne sera pas un parking silo comme ça avec 5 étages de béton. On trouve d'autres solutions. On est en train de faire une comparaison un peu internationale des solutions qui ont été proposées par d'autres villes en site patrimoniaux pour essayer de trouver des solutions. Et puis, sur la hauteur, je prenais l'exemple de surélevation d'un étage, parce que je pensais à la maison d'un particulier, une famille qui a un enfant supplémentaire qui arrive, et plutôt que de déménager, peut aller chercher à la pièce en plus. Toujours est-il que dans les réflexions qu'on a, il y a aussi ce qu'on appelle la densification douce ou intelligente. La surélévation est un outil de densification douce ou intelligente, puisque sur certains endroits, on va prendre un étage, sur d'autres endroits, ça va être 2 ou 3 étages. C'est quand même moins violent et moins virulent que raser une petite maison pour faire un immeuble de dizaine d'étages. On est plutôt en train de travailler, notamment dans les quartiers comme Saint-Augustin. Il y a quelques immeubles un petit peu hauts, c'est quand même assez rare, pour essayer plutôt de faire cette densification douce, où est-ce qu'on va rajouter un étage, ici 2, ici 3, et après tous les paramètres, parce que il faut quand même qu'on arrive à vivre ensemble. La hauteur, ça peut cacher les vues, ça peut poser tout un tas de questions. C'est ça qu'on travaille aussi dans l'étude sur l'élévation qu'on mène, c'est repérer les endroits où on peut faire de la densification un peu plus conséquente, souvent le long des lignes de transport, quand c'est possible. Et ensuite, d'autres secteurs, ce sera plutôt de la surélévation, qui est d'autres secteurs où il ne faudra tout simplement pas densifier, parce que les petites maisons, c'est aussi sympa dans une ville. Il faut qu'on arrive un peu à articuler tout ça. Madame, et après j'ai monsieur là-bas. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Juste une chose, c'est que j'habite au quartier de la Béchade. Il est absolument impossible de se garer à la Béchade. C'est-à-dire, je ne peux pas me garer chez moi, dans mon quartier. Si je rentre un peu tard, je peux tourner pendant des heures sans trouver une seule place. C'est-à-dire que c'est un Saint-Augustin n'est pas payant, ce qui fait que toutes les voitures qui habitent de l'autre côté du boulevard viennent se garer là, parce que c'est pas payant, ce qui fait que plus personne ne peut se garer. Donc, on peut faire peut-être un compromis avec une zone bleue comme ça existe dans la cube de certaines villes, avec un temps de station de mobilité. S'il vous plaît. Vous parlez dans le micro parce que oui. c'est en train de discuter.
ça peut devenir payant. Moi, je veux bien payer tous les mois pour pouvoir me garer dans mon quartier. Merci en tout cas de votre intervention là-dessus. Monsieur, juste derrière, il veut plus? Il veut plus. Ça a été évoqué par le maire en début de... D'accord. Sur le projet Réponse, donc j'espère que ça sera écrit et on suivra... Attendez, on vous amène le micro pour qu'on vous entende, parce que on fait un compte rendu, donc c'est important d'avoir des éléments. Non, merci. Merci pour l'exposé global sur l'urbanisme à Bordeaux. Plus spécifiquement sur le quartier, c'était par rapport à l'aménagement RER 11 et notamment la rue d'Arès qui est impactée. Comme la rue d'Arès appartient d'un côté Saint-Augustin, de l'autre côté Codéran, on aimerait bien que le maire adjoint vienne nous aider sur ce projet. Merci monsieur. Vous souhaitiez, monsieur, prendre la parole? Est-ce qu'il y a des dames? Alors attendez. Monsieur là-bas n'a pas déjà pris la parole et après on vient vous voir. D'accord? Là-bas. Et oui, je sais, c'est pour ça que c'est compliqué le service public. Je sais. Ouais, bonjour, Jean-Marie Mignon. Je voulais avoir une petite précision. Vous avez parlé de la création d'un immeuble basé à Agnès. On pourrait savoir lequel, s'il vous plaît. Exactement. D'accord. On vous apporte des éléments. Il y a monsieur qui est là, parce que comme les gens, ils participent à notre bien-être physique en plus. Merci à vous. Le micro arrive, monsieur. Pour prolonger le sujet des cibles, on avait demandé à Pierre-Dominique et à Landiani. On avait demandé à Pierre-Dominique et à Landiani d'étudier la possibilité de construire des parkings silos en bordure de la métropole, de façon qu'on retrouve un peu l'idée de ce qui se fait à Amsterdam, c'est-à-dire qu'il y a d'immenses silos qui sont construits aux alentours de la ville, et il y a des navettes qui ramènent la population vers ce qui fait que ça évite aux voitures d'entrer dans la ville. Ça, c'était ma première remarque. Ma question, par contre, c'est le parking silo dont vous avez parlé. Dans l'hôpital, vous savez, l'hôpital sera destiné aux habitants de la commune ou à l'hôpital, parce que le projet initial par Relais qui avait été conçu, c'était bien destiné aux habitants de la ville, des habitants de la commune qui venaient travailler à Bordeaux, alors que le projet qui a suivi était un projet de l'hôpital pour l'hôpital. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mesdames, madame, merci de contribuer à mes objectifs. Parce que voilà, allez-y, madame. Bonsoir. Je voulais parler, tout à l'heure, on a parlé du stationnement payant. Moi, je voulais parler effectivement des voitures ventouses. Notamment, c'est mon quartier étudiant, j'habite pas loin de l'université. Et donc, ils arrivent, ils restent pendant plusieurs jours. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui. Moi, je suis pour le stationnement payant à un moment donné, quand les personnes ne sont pas correctes. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la question urbanisme? On reviendra aux questions de stationnement parce que c'est un élément important. C'est bon? Monsieur Guillemin, Monsieur Pfeiffer, et puis après je propose de passer à la séquence de fin. Allez-y, Monsieur Pfeiffer, Monsieur Guillemin. Je vais vite répondre sur le stationnement. Oui, bien sûr. Ça vous va? Mais bien sûr. Alors, je comprends votre embarras quant à celui de se garer sur le secteur, puisque c'est vrai qu'une des réponses les plus efficaces reste la mise en place du stationnement payant. Et puis, c'est vrai que vous avez beaucoup de résidents qui tournent et que c'est compliqué, pour pas dire impossible, de se garer. Et ce qui veut dire que les places minutes pour les commerçants et pour les clients des commerçants, c'est compliqué. Pour les personnes ventouses, c'est vrai, vous avez beaucoup de balance, beaucoup de pendulaires qui viennent, qui se garent, parce que c'est gratuit, etc. La meilleure réponse aujourd'hui reste la mise en place d'un stationnement payant. Vous avez été quelques-uns et trop peu à vous manifester sur les demandes de vote pour la mise en place de ça. Je vous invite, la prochaine fois que ce sera abordé, alors c'est vraiment pas tout de suite, je vous invite à être attentif. Le parc relais, où est le parc relais, monsieur Guillaume? Où est le parc relais? Attendez, monsieur. Monsieur Kay, je vous ai laissé parler, c'était. C'est dur de vous laisser parler, mais vous dites. S'il vous plaît, s'il vous Vous ne parlez plaît. pas du parc relais. On va y arriver. Faites Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Kay, je sais que vous êtes très à cœur de vous exprimer.
moment ou à un autre, dans l'histoire du territoire de Bordeaux, j'ai la faiblesse de penser que nous viendrons aux stations d'ambiance sur l'ensemble du territoire, ce qui permet une gestion. Donc je vous invite à vous exprimer quand vous serez sollicité, ne pas dire je n'ose pas dire que je suis contre, faites-le, vous allez être sollicité pour savoir si je sais vous, exprimez-vous, faites-le. J'entends énormément de personnes qui le font en généralement c'est la quasi-totalité. J'aimerais que ce soit bien en je dis ah oui, mais quand vous êtes sollicité, vous étiez où? Ah mais voilà, c'est la réponse à votre question. Et je pense que j'aurais terminé avec ça. Sur la question des parkings silos, pour répondre, monsieur. Sur les parkings silos, je remercie les gens qui avaient des antisèches sur les parkings volés, puisqu'il y a près de 8 000 places sur leur parking volé à l'échelle de la métropole. Effectivement, s'il vous plaît. Sur les entrées de la métropole, vous en avez ailleurs ici, vous en avez à Manfra. S'il vous plaît. Vous en avez un qui est très loin d'ici, du tram de la LAC. On va en faire un nouveau à Berlin, droite, c'est 200 places pour le sol, demain c'est 600 places en parking volé, donc c'est vrai que ça apporte un certain nombre de services, ça a une connaissance sur la fin qui sont prévus dans le quartier, mais et pour vous répondre sur l'hôpital, je n'ai pas encore eu cette discussion avec l'hôpital, parce que les directions de l'hôpital viennent de changer, donc on va réengager une discussion, mais en tout cas l'objectif c'est qu'on arrive, on fait 8 places, on prévoit 8 places, donc à mon avis on arrivera à obtenir un certain nombre de places pour les habitants du quartier. C'est l'intérêt de l'hôpital, parce qu'en fait, les places, elles ne sont jamais remplies tout le temps. Donc, ce qu'on appelle du foisonnement, ils ont tout intérêt à offrir l'éducation, notamment vous, ça sera peut-être un peu plus la nuit, plus le jour. Donc, ça, on va travailler ça. L'angle, place des Lignès, plus général Arena, vous savez, c'est la façade aveugle, en fait, ça va être en béton qui est partagé. Donc, ça va être sur cette partie-là. Je ne vous entends pas. Enfin, ça va vraiment sur la place. C'est avec l'angle de la place, monsieur. Oui. Sur la place et la. Et voilà, c'est tout. J'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, on est là après le temps si vous voulez pour discuter avec Christian. Merci à toutes et à tous. Ah, il y a encore des questions sur l'urbanisme. Attendez, madame, on vous amène un micro et après, je vous propose d'apporter une réponse à votre question et on va conclure. J'ai 1-2 trucs à dire et après, je vous donne la parole, monsieur Guillaume. Allez-y, madame, parlez fort dans le micro. Bonsoir. C'était juste une question pour les artisans Allez-y. Pour les artisans qui ont encore le courage de venir à Bordeaux pour faire des travaux et qui sont tout le temps pénalisés parce qu'ils n'ont pas le droit de laisser leur camion quand il y a beaucoup de matériel sans arrêt à décharger, recharger. Et ils sont dans l'incapacité de trouver une place à proximité et ils ont des amendes sans arrêt. Donc s'il n'y a pas de tolérance pour les artisans, ils viendront de moins en moins, il n'y en aura plus. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Vous avez raison, c'est un vrai problème notamment avec le développement du secteur ornais. On est en train de travailler avec la Fédération française du bâtiment qui réunit beaucoup d'artisans sur ce sujet-là. On est en train de trouver des solutions. On les annoncera, je pense, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous avez raison, c'est un point extrêmement important. Monsieur Jean-Jean, vous aviez un truc à dire. Oui, pour le REM 11, monsieur Philippe, alors je n'ai pas rencontré de collectif identifié de ce quartier, donc si on se voit après, de façon à ce qu'on puisse se rencontrer, on porte la voix des collectifs et on est en train d'avoir gain de cause sur tous les collectifs qu'on a rencontrés pour l'instant. Donc ça se passe très bien. Voyons-nous. Alors, moi, juste avant M. Guillemin, quelques mots. En tout cas, merci pour cette diversité de questions pour des gens qui n'avaient pas trop de questions. En réalité, vous voyez, il suffit de se chauffer pour que les idées fusent. Vous avez sur votre table des petits papiers avec un petit truc, un petit questionnaire à répondre. Ça prend 30 secondes. Nous, ça nous permet d'avoir un retour sur l'organisation de cette réunion, s'il y a des sujets pour la prochaine fois, ce que vous en avez pensé. Ça, après le discours de M. Guillemin, bien sûr. Monsieur Guillemin, c'est très court. J'aimerais vous remercier parce que vous avez fait le déplacement. J'aimerais vous remercier parce qu'il fait chaud dans cette salle et que c'est parce qu'elle est extrêmement bien isolée. Le chauffage est coupé depuis 24 heures en formation. Mais j'imagine que l'ordre du jour étant dense, vous avez, comme moi, eu très chaud. Merci.
Merci aux adjoints qui ont la gentillesse de m'accompagner sur cette conseil de quartier avec M. le maire de Bordeaux. Merci à l'organe et à M. Jarry et ses équipes. Merci aux équipes de la mairie de quartier. Merci à vous parce que l'ambiance a été bonne et intelligente. Et je vous remercie pour vos sollicitations et désolé encore pour mes délais de retour de réponse qui sont des fois impardonnables. Ça arrive et pourtant Dieu sait que je mets très à cœur d'être réactif à vos dispositions. Et merci s'il vous plaît de bien comprendre que je suis là à votre écoute, à votre dispo, et je vous laisse organiser chez vous des réunions voisins, je viendrai, des réunions de rue, je viendrai, c'est quand même plus simple à organiser qu'un conseil de quartier. Merci, excellente soirée. En dessous, vous avez le petit pot de l'amitié, je vous y retrouve, je suis à votre dispo. Merci, excellente soirée, à tout de suite.